Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut et bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Alors d'abord, en intro, Nathan, je me joins aux auditeurs pour te souhaiter un bon anniversaire et te souhaiter en cadeau des prestations comme celles que fait cette semaine Paul Sexas. Ah bah merci Thibaut et puis merci Paul Sexas. Parce que il ne pouvait pas attendre mieux que 2 victoires d'étape en 3 jours d'épreuve. Alors justement, je te propose qu'on discute du Tour du Pays Basque. Alors ton sentiment sur à mi-chemin dans cette course? Ah bah mon sentiment c'est que c'est incroyable, exceptionnel. Je m'attendais pas à autant d'écart, 2 minutes sur le deuxième à 3 jours du Pays Basque. Franchement, incroyable. Ouais, tout à fait. Donc pour rappel, Sexas est en tête avec 1,59 sur Primož Roglic, Lipovic est à 2,08, Skelmose à 2,14, etc. Bentuled, Baudin, Izagirre, Terrada, etc. Oui, on va manquer de superlatifs pour qualifier les prestations de Paul Sexas jour après jour. Et là, quelles deux premières étapes incroyables. Comme tu le disais régulièrement, ce qui nous impressionne le plus avec Paul Sexas, c'est ses capacités à jamais nous décevoir. Et c'est encore le cas là dans ce Tour des Pays Basques. Jamais nous décevoir et surtout toujours arriver à nous surprendre dans ses performances. Alors sur le chrono, par exemple, sur la première étape, on s'attendait à une bonne performance. Parce qu'on le sait tous, depuis les catégories juniors, Paul Sexas, il performe énormément dans le chrono. C'est un spécialiste de la discipline. On s'attendait à un top 5, voire un top 3 au mieux. Mais là, est-ce qu'il gagne? Et puis sur la deuxième étape, on s'attendait Alors juste, à ouais, juste, on s'attendait à ce ouais. qu'il gagne. On l'avait dit en preview. Mais de cette manière-là, il nous a encore surpris, quoi. Je te laisse la main. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je te propose qu'on revienne d'abord sur ce contre-la-montre. Tout à fait. Donc le contre-la-montre de 14 km sur un parcours vallonné, et il gagne largement avec 23 secondes d'avance sur le deuxième Kevin Vauquelin, donc près de 2 secondes au kilomètre. 28 sur Roglic, Van Wilder 29 secondes, Lipovic 33, on a Del Toro à 51 et Ayuso, il est en fond de classement, là je l'ai même pas sous les yeux. Une 16. Voilà, donc alors moi pour info, j'ai pas vu trop d'images de cette étape, hein. J'étais quelques jours proximité du Mont Ventoux. D'ailleurs, j'ai croisé une fille avec le maillot Visma, avec une voiture qui la suivait, et elle avait une longue tresse. Donc de là à dire que Pauline Frère-en-Prévot est en repérage pour le Tour de France Femmes qui passe, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, puisque j'ai pas plus d'infos, tu sais, elle poste pas beaucoup d'informations sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, Et mais on sait que les filles emprunteront le Mont Ventoux cette année pour le Tour de France. oui, donc ça m'étonnerait pas. Enfin bref, pour en revenir à cette course-là, à ce contre-la-montre, moi j'ai donc par contre bien suivi les intermédiaires et on a vu que donc il y avait 3 intermédiaires, un en haut de la côte là, un deuxième qui était tout proche et 1 puis il y avait kilomètre, ouais. l'arrivée. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que Paul Sexas, il prend du temps sur ses différents adversaires tout le long du parcours, et à chaque intermédiaire, il se désunit pas. On a vraiment le sentiment qu'il lisse son effort par rapport aux autres, hein. Je pense notamment à Mollema qui fait la deuxième meilleure montée et qui derrière craque complètement. Et ça montre que, notamment le deuxième intermédiaire qui était pas loin du premier, mais qui était sur la partie faux plat montant qui suit le col, qui montre que il a su plonger son effort, il a pas juste tout donné à chacune des montées, c'était pas un effort lactique, c'était un effort vraiment de rouleur.
et c'est hyper encourageant. Je sais pas si tu as eu le même sentiment toi à l'image. Bah oui, tout à fait. Il a fait ce chrono en véritable spécialiste. Il a géré son effort de bout en bout. En Algarve, il nous avait dit, après le chrono, qu'il n'avait pas pris tous les risques. Là, j'ai eu le sentiment qu'il s'était engagé au maximum. Que ce soit dans les virages, il a tout pris à la corde. Il a relancé quand il fallait. Dans les montées, je l'ai trouvé extraordinaire. Quand j'ai vu qu'il avait mis 30 secondes à Primoz Roglic, qui était passé un petit peu avant lui. Primoz Roglic, on rappelle, un spécialiste du Tour du Pays Basque. Il l'a gagné déjà à multiples reprises. Il a déjà gagné ce chrono. Franchement, c'est un cadeau en terre espagnole. Donc savoir qu'il lui a mis 30 secondes, c'est exceptionnel. Et en interview de fin de course, il nous a dit qu'il n'avait plus rien dans les jambes. Et ça, je trouve ça très bon signe. Parce qu'on sait que dans un chrono, il faut savoir tout donner au bon moment et surtout en garder à la fin. Mais tout donner. S'il nous en reste encore dans les jambes après avoir passé la ligne, bah c'est qu'on a mal géré son effort. Et lui, il a parfaitement réussi à gérer, ses forces. Alors, et justement là aussi où c'est fort côté français, c'est qu'il y a un doublé, puisqu'il y a Vauquelin qui est deuxième Tout à fait. sur, on rappelle, un contre-la-montre World Tour. Exactement. Et ça nous fait plaisir à nous Français. Ça fait longtemps qu'on a été critiqués pour nos performances en chrono, notamment sur les leaders du classement général. Alors, ça nous fait évidemment bien rigoler en ce moment. Et alors moi je voulais revenir d'ailleurs, la stat qui tue un peu, la dernière victoire française sur un contre-la-montre World Tour, c'était Cavagna en 2021 en Suisse, sur le Tour de Romandie. Oui, ça Et remonte. bah, on se souvient, ouais, et avant ça, on se souvient de Alaphilippe au Tour À de Pau, France 2019 avec le maillot jaune, oui, tout à fait à Pau. Euh, voilà, ça donc nous fait du bien de revoir de bons rouleurs français. alors Alaphilippe, mais il en avait déjà gagné un sur un Paris-Nice. Lui, c'était justement, il avait profité du fait qu'il y a un parcours des fois avec des efforts lactiques. Paris-Nice, ça finissait en côte de mémoire. Donc voilà, il profitait un peu de ce genre de parcours. Là, on a l'impression avec le Tour d'Algarve que Sexas, c'est un leader. Là, ok, il était vallonné, mais que sur un contre-la-montre plat, Il n'y eh aura ben, pas de souci. bah en tout cas, il sera dans les favoris à chacun des chronos auxquels il participera, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Puis mais ça peut même nous moi, augurer de bonnes choses pour les prochains championnats du monde au Canada. Il pourrait s'aligner sur la catégorie du contre-la-montre et pourquoi pas monter sur le podium aux côtés de Remco Evenepoel. ah bah tout à fait, surtout qu'on voit que là, il a mis quand même combien je t'ai dit à Van Wilder? Euh, il a mis une bonne trentaine de secondes, qui Van Wilder il finit à 29 secondes, alors qu'il était troisième au dernier championnat du monde. Tout à fait. Voilà, on voit qu'il a bien progressé. Alors au championnat du monde, il avait dit que il avait eu un coup de mou, hein. Oui, puis les conditions climatiques étaient assez différentes de ce qu'on rencontre en Europe. Oui, exigeante, beaucoup d'humidité, etc. Et enfin voilà, en tout cas, ça laisse augurer de super choses. Et moi, comme je te dis, hein, pour que les gens se rendent bien compte, hein, euh, un Français qui, à chaque fois qu'il s'aligne sur les contre-la-montre, a une chance de gagner, pour moi, voilà, c'était Cavagna dans ces années-là, 2020-2021, où bah, quand il était au départ, on suivait parce qu'on se disait, tiens, il peut nous faire quelque chose. Euh, Oui, puis la et encore, il en a différence, gagné c'est qu'un. que Rémi Cavagna, on l'a jamais vu pouvoir gagner un classement général. Ah oui, Là, oui, lui, c'était un vrai c'est deux spécialiste du coureurs chrono, c'est tout. qui peuvent gagner des classements généraux. Ouais, alors Vauquelin a montré ses limites dès le lendemain, hein, on en reviendra. Euh, mais voilà, encore une fois, incroyable d'avoir un Français qui maîtrise autant cet exercice avec une adversité
quand même assez riche, quoi, hein. Hors Vingegaard et Pogačar, Evenepoel, on a ce qui se fait de mieux des classements par étapes. Ah bah là, il est clairement en train de revoir la hiérarchie mondiale et de se glisser à la 4e place, j'ai envie de dire. Ah, 4e place seulement? Alors là, on pourra en débattre tout à l'heure. En tout cas, en prévision du Tour de France, je ne sais pas si c'est ça que tu avais ou si tu avais une idée un peu plus large du cyclisme. Je te propose qu'on enchaîne avec la deuxième étape, sauf si tu avais autre chose à dire sur le chrono. Je voulais juste revenir sur nos Français. On peut noter malheureusement la chute de Maxime Decomble, qui moi je le voyais aussi faire un bon chrono pour nos Français, mais il a chuté et il s'est fait 2 grosses pizzas à l'arrière de la fesse malheureusement. Donc assez déçu pour lui, mais j'espère qu'il pourra terminer ce Tour du Pays Basque. Très bien, merci. Et alors, je te propose de passer à l'étape 2. Donc, la deuxième étape, donc, qui était l'étape Rennes, si je peux dire, hein, Tout à en tout fait. cas en termes de profil, hein. On avait la plus grosse ascension qui était à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Et donc, là, à 25 km de l'arrivée, c'est que ça se part tout seul et il lâche tout le monde en 30 secondes. Je sais pas si t'as eu le même sentiment que moi, mais moi j'ai tourné la tête de 30 secondes, il avait plus personne dans la roue. Bah, c'est Incroyable. ça, exactement. On s'est dit qu'il allait faire rouler ses équipiers au moins jusqu'au sommet du col. Non, un petit peu à 1 kilomètre du sommet, quoi. Au moins. Je m'attendais pas à ce qu'il attaque à 26 kilomètres de l'arrivée et à 6 kilomètres du sommet. Franchement, partir tout seul comme ça, même Pogacar, sur des courses d'une semaine, j'ai pas souvenir de le voir attaquer aussi loin de l'arrivée. Il fait ça sur les classiques, mais pas sur les courses à étapes. Donc j'ai vraiment trouvé ça culotté, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit déjà qu'il a gagné le chrono, donc il n'a plus rien à prouver. Il aurait pu rester au chaud dans le peloton, mais non, il en remet une couche. Il a voulu rassommer Ayuso et Del Toro, si tant est qu'il en avait besoin. Alors, ouais, justement, alors, on savait quand même que ces deux premières étapes lui étaient favorables. Lui qui est peut-être un peu moins, enfin qui est moins péchu, a priori, que Del Toro. Par contre, qui est censé être plus endurant et plus meilleur rouleur et plus endurant sur les longs cols. Donc, comme c'était la seule étape avec un aussi long col, elle lui était plutôt favorable. Et là, je pense qu'il a profité de ce fait de cette étape-là pour directement assommer la concurrence et puis gérer le reste de la semaine. Enfin, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà. Donc, et quelque part, il avait un intérêt aussi dans l'optique de la victoire sur cette course World Tour. Je pense que dans son programme, il n'avait pas prévu de mettre autant d'écart après le contre-la-montre. Je pense qu'il ne connaissait pas l'état de forme d'Ayuso, comme nous d'ailleurs, on a appris qu'il avait rechuté à l'entraînement après Paris-Nice et avant ce Tour du Pays Basque, ce qui explique sa méforme. Donc je pense qu'il avait prévu de remettre un clou sur la deuxième étape, mais pas de regagner après une première victoire en fait. Là, vraiment, j'étais choqué. Hein. Ouais, ouais, mais je pense qu'on l'était tous. Alors après, comme on disait dimanche soir, on imaginait bien qu'après ces deux premières étapes, il allait être potentiellement leader ou pas bien loin, mais jamais de la vie. Moi, j'aurais imaginé, et toi, je pense que c'est pareil, avec un tel écart. Petit bémol quand même sur Ayuso et Del Toro, qui sont manifestement, je vais parler pour Ayuso, parce que Del Toro, j'en ai déjà un peu parlé dimanche, mais je vais peut-être le redire, mais Ayuso, il a un problème, hein, comme tu l'as dit, il a chuté manifestement entre sa chute au Paris-Nice et le début du Pays Basque, et il a pris le départ, mais il n'est pas en condition manifestement.
Et Del Toro, on peut, si on voulait nous trouver des circonstances atténuantes, dire qu'il a beaucoup de jours de course au compteur. Il est là depuis le Tour du AE, il a fait l'Estrade Bianche, bon, comme Paul Sexas, il a gagné Tirreno, bon, il est peut-être en fin de pique, aussi. Oui, oui, mais enfin encore une fois, moi c'est ce que je disais dimanche, je pense que Del Toro c'est plus un puncher qu'un grimpeur. Il construit une bonne réputation avec son mois de d'octobre là où il est le seul à courir. Euh, Je suis d'accord, mais on je- s'attendait pas à ça quand même. J'abuse. Non, on s'attendait pas à ça. Ok. Tirreno Adriatico, il gagne avec une adversité beaucoup moindre que ce qu'il y avait sur Algarve, par exemple, hein, prendre qu'Algarve, ou ce qu'il y a aujourd'hui, évidemment. Et voilà, il construit sa légitimité aussi sur le fait qu'il a failli gagner un Giro, comme je l'ai dit dimanche, où l'adversité était moindre, hein. Quand tu fais deux et que le troisième c'est Carapaz, bon, Ah bah, c'est sûr que c'est là, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on se dit qu'on met Paul Sexas à la place, et il plie Carapace et Simon Yates en deux. voilà. Et puis Simon Yates, déjà l'année dernière, bon, il a pris sa retraite cette année, mais il était déjà en Anticipé. pré-retraite depuis quelques années, hein. Ça faisait quelques années qu'il n'avait pas fait de gros coups comme ça. Et voilà, depuis qu'il est chez Visma d'ailleurs, à part ça, il a pas fait grand-chose. Et c'est pour ça, attention, moi je dis pas que Del Toro, c'est pas un très grand coureur. Aujourd'hui, je dis j'ai des doutes sur le Grand Tour et il reste pas mal de choses à prouver avant de le mettre top 5, comme peuvent le dire certains, des coureurs. C'est sûrement, très certainement top 5 des coureurs d'avenir, mais pas top 5 des coureurs actuels, et encore moins sur les grands tours. Voilà, je le répète, et là, c'en est encore la preuve. Tout le monde l'attendait après son Tirreno. Derrière, du coup, ses concurrents voulaient qu'il roule. Lui, il a essayé, il a pas réussi, c'est cramé. Et voilà, ils sont pas sur le même monde avec Paul Sexas. Ça, c'est une certitude. Tout à fait. Je ne peux Alors, que acquiescer tes propos. ouais, encore une fois, hein, il est jeune et je sais que Sexas qui a 19 ans, on a l'impression maintenant que Del Toro qui a 22, 23 ans 22 ans. euh, est vieux, mais non, non, Disons que il est l'avantage jeune. qu'il garde par rapport à Paul Sexas, c'est qu'on a des garanties sur 3 semaines. Oui, oui, oui. Et bah ça, enfin, on en parlera un peu plus tard, si tu veux. Je te propose juste sur l'étape d'aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc victoire d'Axel Laurence, En encore échappé. français en échappée, et, euh, et Paul Sexas gagne le sprint du peloton. Bah, écoute, tu Euh, me l'apprends. J'avais pas remarqué cette chose, mais c'est parfait, j'ai envie de dire. Vraiment, il fait preuve de régularité à chaque étape. je me suis demandé d'ailleurs pourquoi il faisait le sprint du peloton, parce que bon, enfin du Oui, peloton, c'est un petit on peu. est d'accord que À quoi ça ça sert finissait en vraiment? boss, hein. Ça finissait en boss, etc. Et oui, je me suis demandé à quoi ça servait. Alors déjà, je trouve que c'est une excellente stratégie d'une manière globale et aussi pour la suite de la course, de pas vouloir tout, tout gagner les étapes, de pas vouloir vampiriser la course. Oui, tout à fait. Euh, il faut en laisser aux autres. C'est comme ça que tu te construis aussi une bonne réputation Et dans le surtout, vélo. protéger ses équipiers aussi. Oui, oui, oui. Effectivement, éviter de les cramer au bout de, enfin, pas avoir les yeux plus gros que le ventre, pas vouloir se faire plus aussi grosse que le bœuf, mais en tout cas, voilà, il laisse les échappées aller au bout. Et après, pourquoi gagner le sprint du peloton? Et je me dis que c'est peut-être pour montrer aux autres que il a le punch, malgré ce qu'on peut dire, pour résister sur les étapes à venir, et que au final, battez-vous pour la deuxième place.
vous n'arriverez pas à me lâcher, donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est le message qu'il a voulu passer, C'est un ou effort est-ce qu'il a voulu... qui peut être assez discutable, mais bon, on notera la performance d'Axel Laurence pour revenir, qui a réglé Igor Arrieta. Ils sont partis à deux dans la montée finale. Hein. Ils ont lâché leur compagnon d'échappée. Igor Arrieta est resté dans la roue de Axel Laurence. Alors je me suis demandé si Axel Laurence a essayé de le lâcher. Je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure idée de se cramer dans les montées comme ça, parce que je me disais que Axel Laurence a une meilleure pointe de vitesse, donc pourquoi s'embêter à attaquer dans la montée. Et puis il a quand même réussi à le régler au sprint après. Donc Ah bah il était facile au sprint, hein. à l'aise. Je pense Arietta. que Igor Arrieta a été littéralement asphyxié par le français. Oui, bah Arietta, il a été présomptueux, il s'est pas rendu compte de la pente, je pense, hein. Il part de trop loin et Laurent, il fait son effort à moins de 100 mètres de la ligne, hein. J'ai pas vu le panneau exactement, mais il fait son effort au dernier moment et il s'est même pas levé de la selle avant de le dépasser, quoi, hein. Alors que l'autre était au max. Donc je En tout pense qu'il y cas, avait une classe d'écart entre les deux, hein. on remarque que l'Espagne réussit en ce début de saison à nos Français. Euh, Ouais, à tout à fait. chaque étape podium en Catalogne, et là sur les 3 étapes, trois Français qui gagnent, même si Paul Sexas a largement contribué à ce résultat. Tout à fait. Et après, c'est la génération qui est aussi, parce que on assiste à la génération dorée du cyclisme français. Français. C'est possible. Affaire à suivre. Je voulais qu'on revienne avec toi. Alors, est-ce que tu en as un peu abordé autour de l'étape 2, hein. Alors, est-ce qu'on voit un Paul Sexas qui a du panache? Alors, j'ai vu cette question revenir en me baladant sur les réseaux sociaux, et j'ai vu des remarques qui disaient que c'est bien beau de dire qu'on fait preuve de panache, mais c'est plus facile quand on a les jambes. Certes, mais il y a beaucoup de coureurs très forts qui avaient d'excellentes jambes, mais qui ne prenaient aucun risque. Je peux citer l'exemple le plus parlant, c'est Christopher Froome, avec le train de la Sky, qui partait dans le dernier kilomètre 5 pour gagner l'étape. Paul Sixas, avec le chrono qu'il a fait, il n'avait pas besoin de partir à 30 kilomètres de l'arrivée et à 6 kilomètres du sommet. Hein. Non, non, non. Il aurait pu attendre et puis les lâcher à, à 2 kilomètres du sommet en cramant ses équipiers beaucoup plus. Mais non, il a pris ses responsabilités. Et c'est peut-être aussi parce qu'il a grandi en regardant les exploits de Tadej Pogacar, qui a révolutionné le cyclisme, j'ai envie de dire, la façon de courir. Donc lui, il s'est inspiré de ça depuis toutes ces années en junior, et maintenant, il, il, euh, il remet ça et il réinvente les exploits de Tadej Pogacar. En tout cas, moi, je suis, enfin, merci pour ton analyse. Ce que je peux dire aussi, c'est que, en fait, tu sais que tu as les jambes, mais que après, parce que, voilà, quand tu pars à 6 kilomètres du sommet, bah, faut tenir les 6 kilomètres. Et là, malheureusement, bah, tu sais pas si tu vas tenir avant de les avoir faits. Donc, oui, il a Et, les jambes, mais il faut avoir une certaine dose de courage ou d'insouciance pour effectivement s'imposer des efforts aussi longs et prendre de tels risques. Peut-être pas, je vais peut-être y aller fort, mais en tout cas, c'était sûrement calculé, hein. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on voit, c'est que, comme tu dis, hein, il aurait pu partir de moins loin. Moi, je pense, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il a voulu assommer la course parce qu'on sait que les 2 premières étapes sont favorables. Il veut éviter des coups de Trafalgar là sur ces étapes casse-pattes de fin de semaine et voilà, et avoir le maximum d'avance.
Et puis peut-être se tester aussi, hein, parce que bon, il est là pour continuer à apprendre. Hein. Nous, je sais pas ce qu'il lui dit chez Decathlon, mais je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que s'il gagne pas, c'est pas grave. Hein. Enfin, je sais pas Mais ce que t'en dis toi, mais moi ça me dérange pas qu'il gagne pas. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il apprenne, qu'il grandisse, qu'il engrange le maximum d'expérience pour l'objectif ultime, hein, gagner le tour un jour. en fait, je pense que quand il attaque, lui, il est tellement serein qu'il se voit jamais se faire reprendre, en fait. Nous, sur le papier, on se dit que c'est risqué, évidemment. Mais je pense que dans sa tête, il est quasiment sûr de lâcher tout le monde avec les watts qu'il développe sur son compteur, en fait. Et avant l'étape, il a déclaré que la meilleure défense, c'était l'attaque. Donc ça veut bien dire qu'il avait prévu depuis le début un petit coup de Trafalgar. Ce qui est quand même dingue, hein, c'est qu'il les a lâchés, comme je disais, en quelques centaines de mètres, alors qu'il y a le plateau, ils sont tous là, quoi. À part Vingegaard, comme on disait, et Pogacar, les gars des grands tours, ils sont tous là, quoi. Lipovic, Et ils sont Primoz passés, Roglic, ouais, ils sont Mikel passés pour des Landa. cadets à côté. Voilà, moi, je suis vraiment abasourdi par sa prestation, encore une fois. Est-ce qu'il peut être inquiété le reste de la semaine? Et est-ce qu'il doit calculer? Honnêtement, après l'abandon d'Isaac Del Toro sur chute et la méforme de Juan Ayuso, à part circonstances, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, chute Alors ou... attention, les Boras sont deux et trois, enfin, ont deux hommes bien placés quand même. oui, tout à fait, Primoz et Florian Lipovic. Mais honnêtement, avec ce qu'on a vu en Catalogne, Lipovic, ok, il est fort, mais il a quand même été traîné par Remco. Je pense que Primoz, il jouera sa carte personnelle sur ce Tour du Pays Basque. Et je pense que, ok, ils vont faire 2 et 3. Mais ils vont faire 2 et 3 à 3 minutes. En tout cas, je te rejoins dans le sens où Roglic, il va pas être le meilleur coéquipier qu'on puisse rêver d'avoir. Non. Euh, il peut jouer dans une stratégie d'équipe, hein, Mais ça y a pas de souci. en S'il faut partir capitaine, de quoi. loin, ou s'il faut partir de loin, tu vois. Mais on en a parlé dimanche. Hein, est-ce que Decathlon avait l'équipe? On s'était posé la question pour justement gérer un maillot. Voilà, Decathlon, ils ont quand même des gars suffisamment forts pour pas laisser l'écart s'éterniser et puis pour accompagner Sexas assez loin. Voilà, Disons qu'ils en tout n'ont cas, pas c'est ce que forcément je pense. les meilleurs rouleurs en tête de peloton, quoi. Est-ce que c'était vraiment la meilleure... Je pense qu'ils s'attendaient à devoir reprendre la main assez rapidement, finalement. Bah, ouais, ils veulent tester leur équipe un peu justement, hein, les mecs en montagne pour savoir qui pourra accompagner plus longtemps possible Sexas. Hein. Moi, c'est ma lecture en tout cas. Est-ce qu'ils sont à la hauteur? Et puis les rouleurs, t'inquiète pas, ils arriveront. Hein, on en a Pour parlé l'instant, ils sur un sont en épisode Belgique. précédent, hein, mais voilà, ils arriveront bien assez tôt. Et là, sur un profil comme ça, au final, ça sert à rien de mettre un mec qui risque d'être distancé dans le premier col au bout de Oui, surtout avec le 30 parcours km. Hein. de ce Pays Basque. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Ok. J'avais une... Donc pour toi, il y aura pas de souci sur le reste de Non, la semaine, quoi. Y pas a du pas... tout. On arrête Euh, les demi-feux maintenant, on s'enflamme et on sait qu'il va gagner ce Tour du Pays Basque. Ok. Bon, moi je mets quand même un bémol parce que tu sais, des fois sur les courses d'une semaine comme ça, Non, euh, Christophe Moreau, t'as on n'en parle des... plus. Non, non, mais ouais, oui, oui. Ça serait bien, hein, même si, comme je dis, hein, s'il gagne pas, c'est pas grave.
Si, Toujours il est-il va que gagner. sur les courses d'une semaine comme ça, voilà, t'as pas forcément beaucoup d'équipes des fois qui t'aident. Tu peux retrouver dans des situations un peu bizarres. Et voilà, surtout sur des points comme ça un peu accidentés. Mais là, Mais ça quelle va être une bonne. déception ce serait de le voir perdre alors qu'il a explosé la concurrence sur les 2 premières étapes. Oui, alors pour moi, ma lecture, c'est s'il perd, ça serait plus la faute de son équipe que de lui. Enfin, la faute. Mais ils Voilà, en peuvent tout cas. pas se le permettre, hein. C'est une équipe qui vise à Ouais, être oui. l'égal de UAE, Bora, Visma et Leader Trek. Ouais, ouais, mais c'est à la limite le scénario un peu noir, hein, comme on dit, une grosse échappée que t'arrives pas à contrôler derrière avec Je ton. préfère pas Et, m'imaginer ça. et voilà, tu as vu régulièrement, hein, Andrew Talansky, son Dauphiné, ou son Paris-Nice, pardon, voilà, c'est pas nouveau, hein, et sur une semaine, voilà, c'est des scénarios qui Tout peuvent se peut passer arriver, je suis puisque d'accord. voilà, les équipes roulent pas forcément pour le podium derrière avec toi et tu peux vite te retrouver isolé. Donc je laisse un petit bémol, mais je suis d'accord alors ça va être un enjeu crucial en vue notamment du Tour de France, et je pense que c'est là où ils veulent se tester aussi, c'est sa résistance à l'effort dans la dureté, dans la durée. Donc là on a vu que 2 premiers jours à fond, un troisième, je veux pas dire tranquille, mais quand même il a fait le sprint à la fin. L'idée c'est de s'inscrire dans la durée et d'être comme ça performant tout le long de la semaine pour voir si il est capable de résister aux enchaînements d'efforts. Oui, tout à fait. Moi, si j'étais lui, j'arrêterais de viser les étapes. Mais qui nous dit qu'il va pas réessayer de s'isoler sur une montée un peu plus punchy pour se tester pour Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne. Ah bah ça va nous faire une belle transition. Et allez, moi je suis d'accord, juste, je veux dire, je pense pas que Decathlon va rouler pour les étapes à venir en tout Mais cas. si l'occasion se Par contre, présente, voilà, s'il y a Bora ou je sais pas qui roule devant pour revenir sur les échappées, bah il va pas, je le vois mal rester dans les roues, hein. tout à fait. Alors, justement, tu faisais une bonne transition là. Est-ce que ça change quelque chose dans la suite de la saison en vue des classiques et dans l'optique du Tour? Euh, Tes performances là de Texas en World Tour, ces 2 premières étapes pour toi. Alors déjà, ça va le libérer et ça va nous libérer nous, qu'il ait gagné enfin en World Tour et 2 étapes encore en plus, avec 2 catégories différentes, un chrono et une montée de col. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est un monument, Liège-Bastogne-Liège et une classique de la Flèche Wallonne, avec des ascensions beaucoup plus courtes et beaucoup plus brutales. Moi, en début de saison, comme je l'avais dit plusieurs fois à des épisodes précédents, je le voyais pas vraiment intéressant sur les classiques, les Ardennaises, mais en fait, j'ai totalement revu mon programme idéal et je suis maintenant convaincu qu'il fera un très bon résultat à Liège et qu'il sera peut-être le seul, même avec Remco, ils seront 3 à pouvoir se jouer la victoire. Et même Remco, je pense qu'il sera derrière Paul Sexas. Et peut-être que Paul Sexas pourrait être le seul à pouvoir inquiéter Paul Sexas dans son royaume de prédilection. Ouais. Ah ouais, toi à ce point. Ah oui, j'ai envie d'y croire. Quand on a vu ce Oh qu'il là, a ouais, fait à Strade Bianche, il ne manquait pas grand-chose, alors je me dis que pourquoi pas. ouais. Ouais, bah alors là où je te rejoins, c'est que ce qu'on voit là, c'est qu'il franchit, enfin, moi, c'est mon impression en tout cas, c'est qu'il a franchi encore un step par rapport à Algarve, et l'Estrade Bianche, c'était couru juste après Algarve. Donc, effectivement, tu te dis, Et là, il voilà, refranchit encore un step, ah bah là, bah voilà. Surtout que, on en a déjà parlé, mais Pogacar, eh ben, il s'est plus entraîné pour ces 2 monuments qui lui manquaient,
et Milan-San Remo est aujourd'hui celui qui lui manque encore, Paris-Roubaix. Donc peut-être qu'il a pris de la puissance et ça peut peut-être lui être au détriment d'un rapport poids-puissance plus intéressant qu'il avait sur des courses comme ça. Néanmoins, aujourd'hui, moi je suis un peu plus... Ouais, je pense que l'écart est tellement énorme que ça risque d'être compliqué pour Liège. En revanche, si on reste sur les classiques, la Flèche Wallonne, pareil, on pensait qu'il était peut-être un peu juste au niveau punch. S'ils arrivent, son équipe, à rendre la course dure, à faire en sorte que les gars arrivent au pied du mur de 8, éreinter ça va être dur, mais en tout cas avec pas mal d'efforts dans les pattes, et il pourrait avoir une belle victoire à son palmarès. Il sera Je sais. le favori sur la start-list, avec notamment Lenny Martinez, Kevin Vauquelin et autres. Et je voulais juste revenir sur Paris-Roubaix et Pogacar. J'imagine un scénario où Pogacar arrive à gagner Paris-Roubaix, mais qui tombe sur un os à Liège et qui ne parviennent pas à avoir les 5 monuments cette année à cause de Paul Sexas. Évidemment, c'est un scénario assez tiré par les cheveux, mais il peut exister. Ah bah nous on demande que ça, j'ai envie de dire. Franchement, moi je demanderais que ça, voir Pogacar gagner sur Paris-Roubaix et derrière Sexas On signe. voilà. Au moins déjà le mettre en difficulté, ça serait déjà un premier bon pas. Et en vue du Tour de France, est-ce qu'il t'a impressionné? Moi je te le dis clairement, en vue du Tour de France, mais je disais déjà On a depuis prêché plusieurs un temps convaincu, j'ai envie de dire. que mais moi pour moi enfin il est même favori pour la deuxième place. Moi je te disais troisième parce que je laissais Vingegaard même s'il fait le Giro. Voilà, l'écart était tellement énorme que j'envisageais difficile à se résorber. Mais là, un Vingegaard usé. Alors Vingegaard, c'est un peu difficile d'analyser sa saison parce qu'il est un peu en décalage vis-à-vis des autres qui ont un premier pic de forme qui arrive pour les Ardennaises. Lui, il doit arriver un mois plus tard. Donc voilà, c'est un peu compliqué à analyser. Mais quand même, avec ce qu'il nous montre aujourd'hui, on voit qu'il a une sacrée différence par rapport aux autres et il peut mettre en difficulté même le Vingegaard de l'année passée sur le Tour de France. Alors, battre Vingegaard, honnêtement, je ne pense pas. Sur 3 semaines, ça me paraît vraiment impensable pour moi, honnêtement. Parce qu'on sait que Jonas Vingegaard, certes, est beaucoup moins fort que Tadej Pogacar ces dernières années, mais c'est un spécialiste des courses de 3 semaines. Alors que Paul Sexas, je le répète, n'en a encore pas fait une. Et commencer par le Tour de France, ok, il en est capable, mais entre la pression médiatique qu'il va recevoir, les sollicitations, etc., plus l'inconnu des 3 semaines, ça fait beaucoup de paramètres qui me font penser que il peut jouer la troisième place. Ça, j'en suis convaincu. Mais la deuxième place, pour moi, c'est impensable. La troisième place, il est favori. La DR, c'est qui que tu veux mettre? Ayuso, Lipovic, Remco, enfin, ouais, alors Remco, je pense que tu crois plus que lui là. j'ai envie d'y Non, non, mais croire. euh, pourquoi pas? Alors déjà, intrinsèquement, on aura sûrement des réponses à Liège. Par contre, le problème de Remco, mais on va se répéter, c'est que toujours, pour moi, il veut en faire trop. À part son Tour de France 2023 où il fait troisième, c'était 2023 si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais sinon, il cherche des zones d'effort où il est pas capable de les tenir. Il va se mettre un peu dans le rouge et il finit toujours par péter à une étape. Voilà. Bon, peut-être que tu dis, on extrapole et c'est que ça sur 3 semaines, ça le fera pas. Aujourd'hui, La question j'y que crois pas. tu as posée, c'est est-ce que Jonas Vingegaard sera meilleur après avoir fait un Giro?
Alors oui, ça peut être une question sous-jacente, tout à fait. Et c'est soit il écrase le Giro sans aucune difficulté et il sort plus fort avec une confiance au maximum. Là, il se repose, peut-être avec une petite course par-ci par-là, et il arrive sur le Tour de France euh, frais comme un gardon. Soit il galère, mais même si avec ce qu'on a vu en début de saison, c'est peu probable. Mais admettons, il galère face à Joao Almeida, etc. Il a du mal à les lâcher. Il gagne avec peu d'avance. Peut-être qu'il aura moins de confiance en arrivant sur le Tour de France. Alors peut-être que là, Paul Cessas pourra tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Eh ben écoute, on verra ça. En tout cas, je rappelle, hein, Pogacar avait enchaîné victoire Giro, victoire Tour de France, mais sinon c'est extrêmement rare. Les coureurs qui performent aux deux. Alors, je me souviens d'un Contador qui avait gagné le Giro, qui avait dû faire quatrième du Tour en 2011, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez, mais sinon c'est extrêmement rare, hein. Donc, bravo à lui s'il arrive à faire victoire Giro et deuxième du Tour. Et ça, ça assurerait encore plus dans le duel. Ça remettrait encore une pièce dans le fait que le duel Pogacar-Vingegaard est le plus beau duel de l'histoire cyclisme qu'on ait connu. Bah, tout à fait. Mais Dans l'ère bon, moderne, en j'en tout suis pas, cas. voilà, mais j'en suis pas convaincu, hein, encore une fois. Et notre petit Français, il est là pour tout rabattre les cartes. On verra ça en juillet. Bah, tout à fait. Bah, je te propose qu'on s'arrête là et puis bah, on se retrouvera en fin de semaine pour débriefer tout ça et débriefer Paris-Roubaix. Bah, exactement. Et puis conclure cette épopée sur Christophe Moreau, la succession de Christophe Moreau. A-t-il perdu son titre de dernier vainqueur français d'une course à étapes World Tour? Et ben, on espère fortement. Et à l'épaule, on est dans ta roue. On est dans ta roue.